Les changements climatiques, les gaz à effet de serre, l'augmentation des températures, une grande conférence donc à Paris fin novembre, à Paris. Mais pourquoi faire? Pour parler de ces sujets qui engagent l'avenir de notre planète, deux invités, Jean-Pascal Van Ypersele et Cédric Regenbach. Alors d'abord Jean-Pascal Van Ypersele, merci d'être avec nous en duplex depuis Bruxelles. Avec plaisir. Vous étiez le vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, jusqu'il y a quelques jours. Vous êtes docteur en physique et professeur de climatologie en Belgique à l'Université catholique de Louvain. Vous étiez candidat début octobre à la présidence du GIEC, mais c'est un Sud-Coréen, Oh-Sung Lee, qui a été élu. Et puis en plateau avec nous, Cédric Regenbach, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, ingénieur, ancien consultant en informatique. Vos deux passions dans la vie, ce sont, j'ai lu, les technologies et l'environnement. Alors vous êtes aussi directeur du groupe de réflexion du think tank, comme on dit en anglais, The Shift Project. En deux mots, d'ailleurs, c'est quoi, comment ça fonctionne, ce think tank? C'est un think tank, c'est-à-dire une boîte à idées, en fait, un endroit où on réfléchit pour faire des propositions pour décarboner l'économie. Donc concrètement, on organise des groupes de travail pour réfléchir secteur par secteur aux meilleures façon de faire pour décarboner l'économie, et ensuite on va expliquer aux politiques nos conclusions et essayer de les convaincre de faire des législations qui soient le plus en adéquation possible avec cet objectif. Alors décarboner l'économie, on va en parler dans ce grand angle. Du 30 novembre au 11 décembre, donc 195 pays seront représentés au Bourget, près de Paris, pour cette grande conférence, la COP 21, la 21e conférence sur le climat depuis celle de Rio en 1992. Alors Jean-Pascal Van Ypersele, ma première question sera pour vous. Est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste? Cette conférence va réussir, d'après vous? Les 195 pays vont prendre des engagements contraignants pour limiter les émissions de gaz à effet de serre? Alors écoutez, je suis physicien, pas astrologue, donc je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais je suis raisonnablement optimiste, effectivement. Je crois que les choses se présentent bien, il y a beaucoup d'éléments favorables à ce qu'il y ait un accord. Maintenant, c'est vraiment à Paris, à la fin de la réunion, qu'on verra si effectivement il y a un accord. Alors, est-ce que ce sera contraignant? C'est une des grandes questions, parce que jusqu'à présent, on a surtout demandé aux différents pays de fournir volontairement des indications à propos de leur plan. Est-ce que l'accord sera véritablement contraignant? C'est un des grands sujets de négociation à Paris. Est-ce qu'on peut encore aboutir à un accord d'ici Paris? Il y a une conférence, une réunion qui a lieu à Bonn lundi. Est-ce que une fois que la conférence a débuté, est-ce que c'est pas trop tard? Donc c'est vraiment les dernières semaines qui vont arriver là, qui sont déterminantes. Je pense que les semaines qui viennent, et notamment la semaine de négociation qui a lieu à Bonn la semaine prochaine, sont extrêmement importantes pour préparer le terrain. C'est sûr que si on attend le premier jour de la conférence de Paris pour se mettre à négocier, on n'y arrivera pas, parce que c'est évidemment une négociation très complexe. Avec 195 pays, vous imaginez que ce n'est pas facile de se mettre d'accord sur un sujet comme celui-là. Alors, même question à tous les deux, Cédric Regenbach. Vous êtes formel, la planète, elle fait face à une urgence climatique. Il n'y a plus aucun doute, les climato-sceptiques, ils ont tort? Les climato-sceptiques, quand ils expliquent qu'il n'y a pas de problème avec le climat, que l'homme n'est pas responsable du climat du changement climatique qu'on peut observer, oui, en effet, je crois qu'ils sont sur une réaction qui est de l'ordre d'une réaction émotionnelle, psychologique à une trop mauvaise nouvelle, une nouvelle qui est trop difficile à assimiler, et il y a une réaction de rejet qui est presque humaine, naturelle. Mais aujourd'hui, la science sur le sujet est unanime. Les points sur lesquels on a besoin d'être sûr, c'est-à-dire l'attribution de ce réchauffement aux activités humaines, ne font plus aucun doute. Donc aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas de continuer à discuter de ça, c'est de voir ce qu'il faut faire pour agir. Mais pour vous aussi, Jean-Pascal Van Ypersele, l'activité humaine, c'est clair, elle est responsable du réchauffement climatique, en tout cas de l'accélération du réchauffement climatique? Ce sont les mots que le GIEC a utilisés dans son dernier rapport. L'influence des activités humaines sur le système climatique est claire. Il n'y a aucun doute sur le sujet. En tout cas, au cours des 50-60 dernières années, ce sont clairement les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, qui ont causé le réchauffement observé. Alors, vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé il faut décarboner l'économie. Vous pensez que alors, décarboner l'économie, ça veut dire essayer petit à petit de quitter les énergies fossiles, essentiellement le charbon, le pétrole et le gaz, dans un second temps. Est-ce que vous pensez que les gouvernements ont la force et le pouvoir, Jean-Pascal Van Ypersele, de s'opposer à des intérêts, à des lobbies très puissants, qui représentent en fait cette société carbonée?
Ils en ont en tout cas le pouvoir. Le dernier rapport du GIEC a été très clair. Techniquement, économiquement, il est tout à fait faisable de décarboner l'économie et d'arriver à des émissions nulles de carbone d'ici la fin du siècle. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique pour y arriver. C'est créer un cadre de préférence au plan international. C'est la raison pour laquelle la conférence de Paris est si importante, de créer un cadre qui facilite cela. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'entreprises qui sont motivées pour aller dans cette direction-là parce qu'elles ont compris que c'était une opportunité et pas seulement une contrainte. Oui, Cédric Ringelbach, on parle souvent de ce marché du carbone. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots assez simples comment ça pourrait fonctionner et comment en fait, si le prix du carbone était élevé, ça pourrait justement intéresser les entreprises à participer à cette lutte contre le réchauffement climatique? Le marché du carbone, c'est une façon de donner un prix au carbone. Et l'autre façon, c'est de mettre une taxe. Alors, quand on parle du marché de carbone, en Europe, on pense à notre système à nous, qui est le EU ETS, donc un système de quotas dans lequel on a attribué des droits, entre guillemets, des droits à polluer à des entreprises qui représentent à peu près la moitié des émissions européennes. Et puis, chaque année, on leur enlève un petit peu de droits à polluer. Et puis, si jamais elles n'ont pas atteint leurs objectifs, elles sont obligées d'acheter des quotas à leurs petits camarades. Bon, c'est une façon d'aller... Le système d'échange, c'est une façon d'aller faire les investissements là où c'est le plus rentable en premier, ce qui est intelligent. Donc la notion de droit à polluer que certains critiquent, c'est qu'une question de vocabulaire. En réalité, il y a bien des émissions qui vont diminuer chaque année et c'est bien l'objectif. Donc ça, c'est une façon de faire et ça débouche en théorie sur un prix du carbone, mais le système n'est pas assez bien fait pour qu'on ait une vision long terme du prix du carbone. Donc l'inconvénient de ce marché, c'est qu'aujourd'hui, il ne délivre pas de la visibilité sur le long terme aux entreprises, alors qu'une taxe permettrait de le faire. Jean-Pascal Van Ypersdeel, essayer d'intégrer, de conscientiser les entreprises et de les faire participer à cette lutte contre le réchauffement climatique par ce marché du carbone, c'est une bonne idée. Il faudrait y arriver, là, à Paris? Comme M. Ringelbach vient de le dire, le marché du carbone, c'est une des manières, mais ce n'est pas la seule. Mais sensibiliser les entreprises et obtenir qu'elles participent bien davantage à la lutte contre les changements climatiques, c'est possible et c'est très important. Il faudrait aussi d'ailleurs les inciter à investir dans ce qu'on appelle l'économie verte, parce que les aides financières ne viendront pas uniquement du secteur public. Bien sûr. Beaucoup ont compris que c'était vraiment une opportunité de développement, que ça pouvait être un sujet de business, de décarboner l'économie. Et donc, sur cette vague-là, de nombreuses entreprises, de plus en plus d'entreprises se mettent à réfléchir et à agir et à transformer ces préoccupations en source de revenus. L'économie verte, c'est bon pour les entreprises. Il faudrait qu'elles comprennent qu'elles doivent investir là-dedans et abandonner justement cette société carbonée dans laquelle on vit depuis trop longtemps, peut-être? Oui, les entreprises, vous savez, leur objectif, c'est de faire du bénéfice et du chiffre d'affaires. Plus souvent à court terme. Alors, oui, à court terme, mais enfin, elles sont quand même capables de se projeter quelques années en avant. Et il faut leur donner un signal, parce que leur objectif est et restera de faire du bénéfice. Par conséquent, la raison pour laquelle on invoque un prix du carbone, c'est que le business model qui consiste à investir dans les nouvelles technologies vertes, moins carbonées, est un business model qui tient la route à condition qu'il soit rentable. Et il sera rentable avec un prix du carbone suffisamment élevé. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui sont capables de dire « moi je suis pour un prix du carbone », alors on pourrait penser à première vue que ça va les embêter. Elles disent qu'elles sont pour parce qu'elles savent que ça va rendre un business model rentable tout en allant dans le bon sens. Alors aussi, Jean-Pascal Van Ypersdeel, un des enjeux de cette conférence de Paris, ce sera aussi l'aide que les pays développés vont apporter aux pays pauvres. Parce que les pays pauvres, on le sait, sont souvent les premières victimes du réchauffement climatique. Est-ce que là aussi, on a des bonnes nouvelles? Est-ce que cette aide sera suffisante? On a parlé de ce fameux fonds de 100 milliards de dollars par an. Alors effectivement, c'est une des clés de la réussite de la conférence de Paris d'ailleurs. Si cette promesse qui a été faite à Copenhague en 2009 est tenue, à savoir rassembler véritablement à la hauteur de 100 milliards de dollars par an dans ce fonds vert pour le climat, des moyens pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique, tant du côté de l'adaptation à la partie des changements climatiques que l'on ne peut plus éviter, que du côté de la prévention en les aidant, eux, à décarboner leur économie. Si cette promesse-là est tenue, est véritablement tenue avant la conférence de Paris, ça va fortement faciliter les choses, ça va créer une ambiance de négociation favorable au succès.
Alors, Cédric Rigobach, on a parlé un petit peu on a parlé des États, on a parlé des entreprises, il y a aussi les citoyens. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, impliquer les citoyens? Parce qu'on a souvent l'impression que les citoyens, ils sont presque en avance sur leurs responsables politiques. Ils sont prêts à faire plus d'efforts si on leur donne, j'allais dire, les moyens ou les bons produits à acheter. Oui, en effet, on constate en général un retard du politique sur les citoyens. Le temps que ça remonte à travers les sondages, il y a une petite latence. Il y a un décalage, oui. Alors, sur la question du changement climatique, il y a une prise de conscience qui commence à arriver, qui n'est pas encore au niveau. Il y a encore un travail de pédagogie, je pense, à faire pour que les citoyens aient une pleine conscience de ce que représente l'ordre de grandeur de l'effort qui est à faire. Après, c'est un ordre de grandeur qui est tout à fait, à mon avis, acceptable pour eux, pour peu qu'il y ait eu l'explication qui va avec. Donc les citoyens, globalement, ont envie d'agir. Dans les choses qu'ils peuvent faire pour agir, c'est d'une part continuer de prendre les informations et de vraiment se les approprier, et deuxièmement, de peser sur les politiques pour exprimer qu'ils sont d'accord avec les changements qu'il va falloir faire. Peser sur les politiques, ce sera peut-être aussi un des enjeux de cette conférence de Paris. Jean-Pascal Van Ypersel et Cédric Rigobach, je vous remercie. Le temps est déjà écoulé. En tout cas, d'avoir participé à ce débat. On vous reverra peut-être d'ici la grande conférence de Paris, ou en tout cas peut-être après pour en faire un bilan. Je rappelle, Jean-Pascal Van Ypersel, votre dernier livre, Une vie au cœur des turbulences climatiques, qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Debout, je crois, en Belgique. Voilà, merci beaucoup d'avoir été notre invité depuis Bruxelles, et à vous, Cédric Rigobach, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup à tous les deux.